Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos qui visent à atteindre ce but. Pour cela, il y a au préalable quelques bases à connaître que je vais vous présenter. D'abord, un drone multirotor, c'est quoi? C'est simplement une machine qui utilise plusieurs hélices pour rester en l'air. 4 pour un quadri, 6 pour un hexa, 8 pour un octo. Plus il y en a, plus c'est stable et puissant. Un drone, c'est aussi un ensemble de composants essentiels. La frame qui est le squelette, les moteurs brushless qui représentent les muscles, les hélices qui créent la poussée, la batterie LiPo, les ESC qui contrôlent chaque moteur et la carte de vol qui est le cerveau du drone. Donc le drone reste en l'air en jouant sur la vitesse des moteurs pour créer une poussée qui compense le poids. C'est un équilibre permanent. Et tout ça c'est géré par la carte de vol grâce au gyroscope et aux accéléromètres qui corrigent le mouvement en temps réel. Maintenant qu'on a les bases, on peut maintenant rentrer dans le concret. Comment choisir les futures pièces pour le drone? Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième épisode de cette série. Lorsqu'on construit un drone, la première vraie décision, c'est le frame, le squelette de cette machine. Avant toute chose, il faut définir l'usage du drone. Est-ce que ce sera un drone juste pour faire des essais ou bien pour filmer par exemple? Est-ce qu'on veut un hexacoptère ou un quadricoptère, etc. Après cela, il faut maintenant choisir la taille. On parle souvent de frame 3 pouces, 5 pouces, 7 pouces, etc. Ici, le 3 pouces ou bien 5 pouces, c'est la taille des hélices qui correspondent. Pour un frame de 5 pouces par exemple, il y a généralement une distance d'environ 230 mm entre deux moteurs opposés. Plus c'est grand, plus on peut mettre de gros moteurs et une batterie plus lourde et donc plus d'autonomie. Ensuite, il faut choisir le matériau. La référence, c'est la fibre de carbone, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Elle est légère, rigide, résistante. C'est vraiment l'idéal pour limiter les vibrations et protéger l'électronique. Sinon, il y a aussi la fibre de verre, l'aluminium, le plastique comme l'ABS, mais il est aussi possible de personnaliser son frame avec de l'impression 3D. Il faut aussi regarder la forme. On a la forme X qui est classique, la forme Dead Cat qui est un peu asymétrique, ou bien la forme en H. La forme influence la stabilité, l'aérodynamique et même la place pour installer la caméra ou encore le système FPV. Et dernière chose, il faut vérifier la compatibilité des moteurs. Chaque frame accepte un certain diamètre de moteur et une certaine taille d'hélice comme précisé plus tôt. Je vais revenir sur les moteurs plus en détail dans une prochaine vidéo. Bref, si ça ne correspond pas, ton build ne fonctionnera pas. En résumé, il faut choisir une frame adaptée à ton usage, assez solide et qui te donne envie de continuer à construire. Voilà, c'est Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de notre série qui va porter sur le choix des moteurs. Les moteurs, c'est un peu le cœur de la machine. C'est eux qui déterminent la puissance, la réactivité et même l'autonomie. Alors, le premier truc à regarder, c'est le chiffre kV. Le kV, c'est la vitesse de rotation par volt. Un kV élevé correspond à un moteur plus rapide et plus nerveux, mais qui consomme beaucoup. Un kV plus faible représente un moteur plus coupleux, plus stable, idéal pour voler plus longtemps et pour porter du poids. Ensuite, il faut choisir la taille du moteur. 22,07, 23,06 par exemple. Le premier nombre représentant la largeur du stator en millimètres et le second nombre sa hauteur. Donc un moteur de taille 22,07, un stator qui a une largeur de 22 mm et une hauteur de 7 mm. Plus le moteur est gros, plus il peut produire de la poussée généralement. Donc pour des hélices 5 pouces, on peut avoir besoin de moteur 22,07 ou bien 23,06. Et on peut avoir le moteur 28,06 par exemple pour porter de plus grandes hélices. Il faut aussi regarder la compatibilité avec ton frame ou ton châssis. Chaque moteur a un schéma de vis spécifique. Si les trous ne correspondent pas à votre frame, vous ne pouvez tout simplement pas le monter, à moins de percer des trous vous-même. C'est un peu ce qu'on a dû faire mon équipe et moi dans un projet précédent. Et évidemment, vous devez penser à la puissance de la batterie. Des moteurs prévus pour du 6S ne donneront pas grand chose en 4S et inversement. La prochaine vidéo portera d'ailleurs sur le choix de la batterie. En résumé, le choix du moteur doit être adapté au style de vol, à la taille du châssis
et cohérent avec le setup batterie hélice. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locotrone pour plus de vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre série qui va porter sur le choix des ESC ou Electronic Speed Controllers. J'ai déjà expliqué ce que c'est dans une précédente vidéo, mais en gros, ils contrôlent la vitesse de rotation des moteurs. Le premier critère pour le choix, c'est l'ampérage. Un moteur puissant va tirer beaucoup de courant. Donc, si ton moteur fonctionne à 30 ampères, prends un ESC capable de tenir 35 ou 40 ampères pour être tranquille. Deuxième critère, 4 en 1 ou ESC individuel. Le format 4 en 1 correspond à un seul bloc. L'installation est propre et le tout est plus léger. Prendre des ESC individuels a d'autres avantages parce que ça dissipe mieux la chaleur par exemple. C'est parfait pour des builds plus robustes. Le troisième critère, c'est la compatibilité de la batterie. Un ESC prévu pour du 6S ne doit jamais être utilisé avec une batterie 8S, sinon le drone risque de fumer. Dernière chose, il ne faut pas négliger le firmware que le drone utilise. Que ce soit Bell Elite 32, Blue Jay ou d'autres, c'est ce qui permet de régler certaines choses comme le sens de rotation des moteurs ou encore la douceur de leur arrêt. On reviendra sûrement sur le firmware dans la partie paramétrage du drone. Bref, un bon ESC est un ESC qui supporte ton ampérage, s'adapte à ton style de vol et s'intègre proprement à ton build. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locotrone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Aujourd'hui, on attaque donc le 5e épisode de notre série qui porte sur le choix du contrôleur de vol ou flight controller. C'est lui qui lit les capteurs et interprète les ordres du pilote. Sans flight controller, votre drone ne peut pas voler. En premier lieu, il faut choisir le format. En effet, il existe plusieurs formats de flight controller. On a d'abord le format All-in-One. Le contrôleur de vol et les ESC 4 en 1 sont fusionnés en une seule carte. C'est parfait pour les tout petits drones et ça donne un gain de poids énorme. Le deuxième format, c'est le stack 20 par 20 ou 30 par 30. C'est la configuration la plus utilisée pour les drones 5 pouces par exemple. On a un contrôleur de vol et un ESC 4 en 1 superposés grâce à des entretoises. Cela donne une meilleure dissipation thermique et c'est plus facile à réparer. Il y a aussi la configuration 4 séparés qui est plus rare et plus visible sur les gros drones professionnels. L'avantage, c'est que le montage est très modulable. En deuxième position, il faut faire attention aux capteurs intégrés. Une bonne carte de vol inclut plusieurs capteurs. On a le gyroscope et l'accéléromètre qui sont pratiquement obligatoires, mais on peut aussi ajouter un baromètre, bien encore un GPS pour les drones de prise de vue par exemple. Pour du FPV pur, un bon gyro fait toute la différence. Il faut aussi faire attention au processeur qui change la puissance de calcul. On a par exemple F4, F7 ou bien H7. Pour un débutant, F7 c'est l'idéal. Ensuite, il faut faire attention aux différents ports et à la connectique. Par exemple, savoir s'il y a assez de ports disponibles pour le GPS, pour l'émetteur vidéo, pour le récepteur radio, ou encore est-ce qu'il y a un port pour un ESC 4 en 1 si c'est ce que vous avez choisi, etc. Ensuite, la dernière chose, c'est la compatibilité software. Un flight controller fonctionne avec un firmware, principalement Betaflight, Inav, ArduPilot, etc. Pour la majorité des builds FPV, Betaflight c'est la référence. En résumé, un bon contrôleur de vol, c'est un format adapté à ton type de drone, un bon gyro, assez de ports, un processeur F7 ou mieux, une compatibilité avec Betaflight ou Inav selon l'usage, et une facilité à être monté dans le frame. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locotrone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui donc pour le 6e épisode de notre série qui porte sur le choix de la batterie. La batterie, c'est le réservoir d'énergie. En choisir une mauvaise peut entraîner des conséquences pour le drone et pour la batterie elle-même. Alors voici des critères pour bien choisir simplement. D'abord, le nombre de cellules, 3S, 4S, 6S, etc. Plus le chiffre est élevé, plus la tension est grande, donc plus de puissance. Les racers utilisent du 6S et les drones débutants utilisent la plupart du temps du 3S ou du 4S.
Ensuite, on a la capacité en milliampères-heure qui correspond à l'énergie totale que la batterie peut stocker. Plus cette capacité est grande, plus tu voles longtemps en général. Mais attention, plus de capacité correspond souvent à plus de poids. Et une batterie trop lourde pourrait réduire l'autonomie au lieu de l'augmenter. Après cela, on a le C-Rate qui mesure la vitesse à laquelle la batterie est rechargée ou restaurée. Par exemple, une batterie de 10 ampères heure à 1 C est déchargée de 10 ampères en 1 heure, alors que la même batterie à 0.5 C fournirait 5 ampères pendant 2 heures. Un drone puissant nécessite un C élevé, alors qu'un drone débutant pourrait se contenter d'un C plus bas, environ 30 C, 40 C. Il faut aussi vérifier que la puissance des moteurs, la taille des hélices et le voltage de la batterie soient cohérents ensemble. Enfin, bien sûr, il ne faut jamais plier, percer, écraser ou même décharger une lipo. C'est la seule pièce du drone qui peut littéralement exploser si on la maltraite. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le 7e épisode de notre série qui va porter sur la modélisation. Alors cette étape n'est pas nécessaire, mais si vous avez de l'expérience en modélisation, cela peut vous permettre de gagner du temps plus tard dans la construction. En effet, cette étape permet d'éviter les erreurs avant d'acheter les pièces. Donc la première chose, c'est d'abord de dessiner la structure du drone. On crée le frame, on choisit la taille et on prévoit l'espace pour les batteries et l'électronique. Tout ça pose les fondations de ton build. Ensuite, on essaie d'intégrer les différents éléments, que ce soit le moteur, le flight controller, la carte pour les ESC, les hélices, etc. L'idée, c'est de voir si tout rentre bien, s'il n'y a pas de collision et si la hauteur et la place suffisent. C'est un peu là qu'on valide que le design est vraiment réaliste. Après, la troisième chose, c'est la vérification finale. On regarde le centre de masse, ce qui est très important, l'alignement des hélices, la solidité logique des bras et même une petite estimation du poids total. La plupart des logiciels de modélisation vous permettent de faire ces différentes choses. Si tout est cohérent, alors le drone peut être construit sans mauvaise surprise. Cela permet de s'assurer que le design tient la route avant de passer à la fabrication et ou à l'assemblage. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Alors aujourd'hui, on s'attaque au 8e épisode de notre série qui va commencer le montage. Plus particulièrement, on va assembler le frame et l'électronique. Même si ça paraît simple, c'est une étape super importante pour avoir un drone solide et sans vibration. D'abord, on prépare les pièces, les bras, les plates, les entretoises, l'électronique et toute la visserie. La première étape, c'est d'assembler la bottom plate avec les bras. C'est souvent là que se joue la rigidité et la résistance. Il faut bien aligner les bras, vérifier que les trous tombent en face et serrer sans forcer pour ne pas abîmer la structure. Ensuite, il faut installer l'électronique, à commencer par l'ESC. L'installation dépend de la configuration que vous avez choisie, mais pour la plupart des drones débutants, on a un ESC 4 en 1 et un contrôleur de vol séparé. Pour ce faire, il faut aussi des entretoises qui permettent de faire plusieurs niveaux. Ce sont elles qui vont maintenir le frame bien droit et empêcher la torsion. Plus elles sont rigides, plus ton drone sera stable en vol. Avoir plusieurs niveaux permet d'installer les autres composantes électroniques comme le contrôleur de vol dont j'ai parlé, le GPS, la caméra, etc. Les emplacements dépendent de vous et de votre contrôleur de vol. Une fois que l'électronique est en place, on peut fixer le top plate. Il est à noter qu'il ne faut jamais tout serrer d'un coup. L'idéal, c'est de commencer par mettre toutes les vis en place et de serrer progressivement pour éviter les déformations. Quand c'est monté, on vérifie que les bras ne bougent pas, que les plaques ne fléchissent pas et que le frame est bien droit. Si tout est bon, félicitations, votre drone a enfin une structure réelle. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour la suite du montage. Vous vous demandez peut-être comment construire votre propre drone. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de notre série qui porte sur la suite du montage, plus précisément l'installation des moteurs. C'est une étape simple en apparence mais très importante pour éviter les vibrations et garantir un drone stable. D'abord, il faut commencer par sortir vos moteurs de la boîte. Chaque moteur a un sens de rotation. Donc, on aura un nombre de moteurs qui tournera dans le sens horaire et ce même nombre dans le sens anti-horaire. Ici, comme on utilise un drone à 4 bras comme exemple, on aura donc 2 moteurs dans le sens horaire et 2 dans le sens anti-horaire. Bref, tout ça pour dire qu'on ne les place pas au hasard. La plupart du temps, le sens est marqué sur la fiche technique. Ensuite, il faut les installer sous les bras.
Donc on aligne les trous des moteurs avec les trous des bras et on utilise les vis fournies en même temps que les moteurs. Une chose très importante, c'est que les vis ne doivent jamais toucher l'intérieur des moteurs, surtout les bobines, sinon ça peut les endommager gravement. Il faut donc qu'elles soient assez longues pour tenir mais pas trop longues. Une fois les moteurs fixés, on passe au câble qu'on relie à l'USC. L'objectif c'est que rien ne traîne et que tout soit propre pour la suite du montage. Plus les moteurs seront bien alignés et bien fixés, moins il y aura de vibrations. Après, on fait une dernière vérification avant de passer à la suite. Le drone commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Drone pour plus de vidéos. Vous vous demandez peut-être comment réaliser son propre drone. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de notre série qui va porter sur le câblage et la soudure. À ce stade, le frame est déjà monté, les moteurs sont installés et l'électronique est en place. Il faut maintenant faire circuler l'énergie et l'information entre les différents composants. On commence donc par le plus important qui est l'alimentation. Les câbles de la batterie vont directement vers l'ESC. C'est eux qui transportent le courant principal, donc ils doivent être bien soudés. Pour une bonne soudure, déjà on utilise un fer à souder que vous voyez à l'écran. Il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Pour qu'une soudure soit bonne, il faut que les fils soient en bon état et que la soudure soit brillante. Si la couleur est terne ou bien si c'est granuleux, c'est un peu mauvais signe. Ensuite, on s'occupe des moteurs. La plupart du temps, chaque moteur est relié à l'ESC par 3 fils. À ce stade, l'ordre n'est pas important. Le sens de rotation pourra être corrigé via logiciel plus tard. Après ça, on réalise les connexions de la carte de vol. Un conseil, c'est de faire passer les câbles proprement, sans tension, sans qu'ils ne frottent contre le carbone. Un câble mal placé, c'est une panne assurée à long terme. Et deux dernières choses très importantes. 1. Il ne faut jamais brancher la batterie pendant que l'on soude. Et 2, il faut toujours vérifier 2 fois la polarité avant de brancher quoi que ce soit. Il est à noter que certains kits n'ont pas besoin de soudure, mais ils sont plutôt rares. Quand tout est câblé, il est bon de prendre un moment pour vérifier qu'aucune soudure ne touche une autre, qu'aucun fil est dénudé et que rien ne flotte mécaniquement. Si tout est bon, on peut maintenant continuer. Dans la prochaine vidéo, on installera la batterie et son support. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Drone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de notre série déjà qui va porter sur l'installation de la batterie. Comme vous le savez déjà, c'est l'élément qui fournit l'énergie à l'appareil et son emplacement peut être crucial pour la stabilité. L'emplacement, c'est donc la première chose que nous allons choisir. Dans la majorité des cas, la batterie est fixée au centre du châssis, que ce soit en dessous ou au-dessus. L'objectif, c'est simple, c'est de garder le centre de gravité le plus centré possible. En effet, si le centre de gravité est décalé, cela va demander plus d'efforts à la carte de vol pour corriger le mouvement. Ce qui va donc consommer plus d'énergie et va rendre le drone moins stable. Ensuite, après avoir déterminé l'emplacement, il faut installer le support de la batterie. Ça peut être un pad en mousse antidérapant, un support imprimé en 3D ou directement une surface prévue sur le frame. Donc ce support, en gros, il permet d'absorber les vibrations et il ne permet pas que la batterie glisse en vol. Puis vient la fixation avec les sangles. Donc les sangles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. On utilise généralement une ou deux sangles en velcro bien serrées mais sans écraser la batterie. Une autre chose aussi assez importante, c'est l'orientation du câble d'alimentation. Le câble doit pouvoir rejoindre l'ESC sans être tendu, sans frotter contre une hélice et sans être plié de manière excessive. À ce stade, on ne branche toujours pas la batterie. On se contente de vérifier que la batterie se tient fermement, elle est bien centrée et qu'elle peut être installée et retirée sans souci. Une fois cette vérification faite, on peut passer à l'étape suivante. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à des éléments clés pour le FPV qui sont le récepteur radio et l'antenne. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Drone pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui donc pour le 12e épisode de notre série qui va porter sur l'installation du récepteur radio, des antennes et de l'émetteur vidéo. Donc nous allons commencer par le RX qui est le récepteur radio qui reçoit les commandes de la radiocommande. Une petite précision importante parce que j'ai remarqué que nous n'en avons pas parlé avant, les radiocommandes ne sont pas fournies avec les kits. On achète généralement des radiocommandes universelles compatibles avec Express LRS ou bien FrSky. Puis on choisit un RX correspondant pour chaque drone. Le RX se connecte à un UART libre du contrôleur de vol. Après ça, on a les antennes RX. Celles-ci doivent être placées dans une zone dégagée, généralement à 90 degrés l'une de l'autre. Cela se fait pour garder un signal stable dans toutes les directions. Après cela, on a l'installation de la caméra FPV.
Elle se place généralement en bas du drone grâce à un support réglable. L'essentiel, c'est que l'objectif soit bien centré et bien aligné avec l'axe du drone. Enfin, on a le VTX qui est l'émetteur vidéo. C'est lui qui permet de retransmettre l'image à des lunettes FPV par exemple. On le fixe sur le frame, ensuite on branche l'alimentation, la masse et le signal vidéo. Puis on connecte son antenne. Celle-ci doit être éloignée des moteurs pour éviter les interférences. Après avoir vérifié que tout est bien en place et que rien ne frotte ou ne vibre, on peut maintenant passer à l'étape suivante qui va porter sur la configuration de l'ESC. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à l'Algotron pour la suite des vidéos. Vous vous demandez peut-être comment construire un drone multirotor. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de notre série qui va parler de la configuration du drone afin de nous permettre de voler. Avant toute chose, il faut que la radiocommande et le récepteur RX soient reliés. On appelle ça le bind. Globalement, il y a plusieurs manières de faire, notamment une qui passe par le Wi-Fi, mais normalement, juste mettre le RX en mode bind et la radiocommande en mode bind, si les deux parlent le même langage, ça devrait suffire. Lorsque le LED devient fixe, on peut dire que c'est bindé. Ensuite, pour la configuration, il faut installer Betaflight sur votre ordinateur. Le drone est donc relié à l'ordi grâce à un câble USB et on peut donc commencer la configuration. On peut vérifier le RX sur l'application dans l'onglet port. On active l'UART sur lequel le RX est branché. Puis dans l'onglet configuration, on choisit Serial Based Receiver et le protocole correspondant, que ce soit Express LRX, FrSky, Crossfire, etc. Après avoir fait cette étape et binder ta radiocommande, tu peux vérifier que celle-ci fonctionne normalement dans l'onglet Receiver. Tu bouges les sticks et tu vérifies si les barres à l'écran du roll, du pitch, du yaw et du throttle réagissent correctement. Si ça correspond, c'est bon. Si ça ne correspond pas, on peut ajuster l'ordre des canaux. Sinon, tu peux revérifier si le bind est correct. Après celle-ci, on peut maintenant passer au mode de vol et à l'armement qu'on verra dans une prochaine vidéo. Une dernière chose, il est préférable que vos hélices soient enlevées au moment où vous branchez votre drone à votre ordinateur. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à l'Algotron pour plus de vidéos. Vous vous demandez peut-être comment réaliser votre premier drone. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. On se retrouve aujourd'hui donc pour le 14e épisode et probablement le dernier de cette série qui va porter sur la dernière partie de la configuration Betaflight. D'abord, une des choses que l'on va faire, c'est vérifier l'orientation du contrôleur de vol. Dans l'onglet Setup, on vérifie que le modèle 3D du drone bouge exactement comme le vrai drone lorsqu'on l'incline. Si ce n'est pas le cas, c'est que le contrôleur de vol est monté dans le sens contraire, donc il faut corriger cela dans les paramètres. Ensuite, on passe au capteur. Dans la majorité des cas, on utilise seulement le gyroscope, mais l'accéléromètre est utile dans certains modes. Pour du FPV pur, il n'est pas nécessaire. Après ça, on se rend dans l'onglet Motors. Il est important, comme je l'ai précisé dans la précédente vidéo, que les hélices soient retirées, surtout pour cette partie. On vérifie que chaque moteur tourne lorsqu'on le teste et surtout qu'il correspond au numéro présent à l'écran. Si un moteur tourne dans le mauvais sens, l'application permet de le corriger. Ensuite, on règle le protocole moteur. 10 shots est le standard aujourd'hui. Fiable, précis et sans calibration manuelle. Enfin, on termine par les réglages de sécurité. Le fail-safe pour que le drone coupe le moteur s'il perd le signal radio et le warning de la batterie pour éviter de complètement vider une lipo. Globalement, les réglages de sécurité dépendent de ce que vous estimez nécessaire. Une fois tout cela fait, on est maintenant prêt à voler. Il faut maintenant effectuer des tests et régler des choses en fonction des résultats que l'on obtient. Après 2-3 tests de vol, normalement tout devrait être bien. Voilà, c'est la fin de cette série. C'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à l'Algotron pour de nouvelles vidéos.